Y a pas à dire, le jeu vidéo sur console nous a suivis au fil des âges. De simples passe-temps pour les enfants, un véritable machine de guerre pouvant nous faire ressentir tout un tas d'émotions, et ça quel que soit notre âge. Ces dernières se sont beaucoup démocratisées au fil des années, à tel point que tout le monde aujourd'hui connaît les trois cadres du marché, Nintendo, Microsoft et Sony. Mais quand il y a des succès, il y a forcément des échecs planqués sous le tapis. Et aujourd'hui, eh bien on va parler de cela, et dans cette liste vous allez probablement trouver des noms que vous ne connaissez pas, et peut-être même découvrir certaines choses sur des consoles qui ont pourtant eu un succès dans leur globalité. PSP Go. Ouvrons le bal avec le retraité de la console portable, Sony, connu pour être le plus grand et surtout l'unique rival à Nintendo sur ce marché, en tout cas de manière récente. Sony a essayé de prendre une autre voie avec ses consoles en proposant un peu à l'instar de la PS2, une console qui peut aussi lire des films ou des musiques. Bah oui, Sony étant très implanté dans le monde de l'audiovisuel, il n'est pas surprenant de les voir arriver là-dessus, et la PSP a été un véritable carton. Malgré ses cartouches disques UMD qui étaient clairement pas les plus solides du monde, cette console a eu un vrai succès et tout le monde se l'arrachait. Un vrai concurrent à la DS, sa rivale de l'époque. Le truc c'est que les consoles portables ont souvent eu énormément de dérivés, comme les consoles de salon au final. La DS est devenue la DS Lite puis la DSi, et du côté de chez Sony, la PSP a eu la PSP Lite, la PSP Bright et la PSP Go. Et ce dernier modèle a fait grand bruit, mais clairement pas pour les bonnes raisons. C'est en 2009 qu'est arrivé ce modèle avec une idée, totalement enlever le lecteur de disque. Ouch, déjà qu'en 2020 beaucoup de gens ne se voient pas se séparer de ce dernier sur une PS5, alors en 2009 sur une console portable, tout le monde a crié au scandale. Et pour le coup, même si aujourd'hui je trouve qu'il y a des avantages à vouloir aller sur ce terrain au vu de la prolifération d'internet et surtout l'amélioration des débits, autant il y a 11 ans, bah c'était clairement se tirer une balle dans le pied. Vendue à 250 $ à sa sortie, donc plus cher que les modèles avec lecteur, elle ne réussira pas à conquérir le cœur de qui que ce soit déjà à cause de son prix ou encore de la ludothèque qui sera bien plus réduite. Car oui, si aujourd'hui tous les jeux en cartouche ou disque se trouvent aussi sur un shop en ligne, ce n'était pas du tout le cas à l'époque. Donc en gros, on achetait un modèle plus récent de la même console pour jouer à moins de jeux de la même console. Ouais, un peu étrange. Quelques années plus tard, Sony sortira d'ailleurs sa dernière console portable, la PS Vita, qui malgré des performances très sympathiques à l'époque et tout un tas de fonctionnalités franchement sympas, peina à trouver un public au vu du catalogue de jeux très pauvre. Plus de nouvelles consoles portables depuis de la part de la marque. Dommage parce que Nintendo au même moment était aussi dans la sauce dans ce marché-là. Nintendo 3DS. On s'en rappelle très peu, mais à ses débuts, la 3DS a été un four monumental. Et vu qu'à côté la PS Vita se cassait la gueule, on a failli assister à la fin des consoles portables. Sortie en début d'année 2011, la console se veut la digne héritière de la DS qui a explosé tous les compteurs, en étant la deuxième console la plus vendue de tous les temps, juste derrière la PlayStation 2. Mais pourquoi cette nouvelle console, qui est pourtant assez connue maintenant, a-t-elle eu tant de mal à décoller? Il y a à ça trois problèmes. Déjà, la console n'apportait pas grand chose de plus que l'ancienne au niveau de la qualité des jeux. Beaucoup à l'époque n'ont pas eu l'impression de passer à une nouvelle génération au vu du peu d'amélioration graphique et du peu de nouveaux jeux annoncés, et donc ils ont eu l'impression de rester sur la même console. Et c'est peu de le dire car beaucoup pensaient que c'était juste une 4ème DS après la DSi qui a juste une fonction 3D un peu naze comme celle qu'on pouvait trouver sur YouTube. Faut dire que choisir des noms de consoles chez Nintendo, bah c'est pas trop ça. Mais le plus gros problème ça a été le prix, avec ici aussi un prix de base à 250 $, ce qui était bien trop élevé pour le marché à l'époque. Là où Sony pouvait se défendre sur ce point en mettant en avant le fait que ça payait de la puissance graphique, blablabla, bah ici nada, à part un gimmick 3D, et encore une fois, bah avec l'incompréhension de si c'est une nouvelle console ou non, bah aucun intérêt de l'acheter. Nintendo a dû réagir très vite pour sauver son bébé, ce n'est donc que 3 mois après la sortie de la console que cette dernière voit son prix baisser de 35% environ dans le monde entier. En France, on était au courant de la baisse de prix avant que cette dernière n'arrive dans notre hexagone. C'est fou quand même, il faut se dire que Nintendo ne baisse normalement jamais le prix de ses consoles ou presque. Regardez, la Nintendo Switch a été vendue à 330 € il y a plus de 3 ans à sa sortie et ça n'a pas changé. Et c'est même encore pire vu qu'elle est devenue introuvable ces derniers temps et se retrouve parfois au double, mais bon, ça c'est une autre histoire. Pour essayer de mettre un peu de vaseline aux acheteurs de la première heure, bah Nintendo leur a tout de même offert une vingtaine de jeux de NES et GBA. Oh, quelle bonne affaire, hein, ce fameux programme ambassadeur. Elle réussit même à être l'année suivante, en 2012, la console la plus vendue grâce à ces changements. Finalement, il y a eu 75 millions de ventes de la console grâce à ces changements rapides, comme quoi on peut réussir à retourner une situation pas franchement globe à la base. Pour le coup, ils se sont bien rattrapés et la Nintendo 3DS est devenue la console culte que tout le monde connaît, avec une ludothèque très chargée et finalement des ventes très bonnes. Et bien joué à Nintendo pour avoir réussi à conjurer le sort, parce que bah malheureusement au même moment, ils n'ont pas réussi à le faire sur une autre console. Nintendo Wii U.
La Nintendo Wii U est un échec cuisant du début à la fin. Sorti en fin 2012, Nintendo n'a pas retenu la leçon avec les noms débiles que personne ne comprend, réitère avec la Wii U qui est censée remplacer la Wii qui ici aussi était un vrai carton. On parle ici de la 6ème console la plus vendue de tous les temps avec plus de 100 millions de modèles. Tout le monde avait cette console et tout le monde a sûrement une vieille Wiimote qui a bien jauni avec le temps au fond d'un placard. Ce qui a plu sur la console, c'est une innovation que cette dernière apportait avec ses commandes qui lui permettaient d'être beaucoup plus grand public, car c'était bien plus facile de balancer la manette dans l'écran pour lancer une boule de bowling que d'avoir les manettes des concurrents avec bien trop de touches. C'est d'ailleurs pour ça que la Wiimote est restée la manette de la Wii U avec tout de même une sorte de manette maîtresse, le Wii U Gamepad. Et en soi, l'idée est plutôt intéressante et a permis d'introduire une mécanique de gameplay asymétrique totalement innovante sur console, avec un joueur voyant quelque chose sur son écran de gamepad et les autres joueurs une chose différente sur l'écran de télé. Sauf que le truc, c'est que le nombre de jeux à sa sortie est extrêmement pauvre, avec uniquement 2 jeux mettant réellement en avant l'utilité de la bête. Nintendo Land qui est un Mario Party du pauvre et Zombie U qui est un jeu de zombies aussi du pauvre. En dehors de ça, la console a mis énormément de temps à avoir le moindre jeu, et plus le temps a passé, plus ce gamepad est devenu totalement inutile car les développeurs ont vite laissé tomber cette fonctionnalité pour se concentrer sur du jeu plus classique. En plus de ça, on commençait à arriver sur une ère où beaucoup de jeux devenaient multiplateformes, et adapter un jeu pour prendre en charge l'écran secondaire de la console la moins vendue du parc actuel, il n'y a aucun intérêt. C'est donc à cause de tout ça que cette console n'a clairement pas trouvé preneur. Finalement, les gens préféraient soit rester sur leur Wii pour jouer à des jeux plutôt familiaux, soit prendre les consoles des concurrents qui promettaient bien plus de choses. Et pour le problème du nom que personne comprend, déjà que c'est compliqué, mais en plus à ça, il faut rappeler que la manette de base n'avait même pas changé. Alors pour faire comprendre à qui que ce soit que c'est une nouvelle console achetée avec des jeux totalement exclusifs, bonjour l'horreur. Les ventes de la console ne décollent pas, et c'est seulement 13,5 millions de modèles qui ont trouvé preneur. Même la vidéo de Cyprien sur la Wii U a fait presque 2 fois plus quand même, cocasse. Finalement, la Wii U a vite sombré dans les abysses, mais a permis quand même 2 choses. Déjà de faire comprendre à Nintendo qu'il faut arrêter de nommer ses consoles comme ça, parce que le public n'y comprend rien. Et d'ailleurs, petit clin d'œil à Microsoft aussi qui commence à aller sur cette voie. Mais aussi d'être un crash test pour la console suivante de la firme qui est un succès planétaire, la Nintendo Switch, avec le système de gamepad qui est finalement partiellement repris, et presque l'entièreté de la ludothèque de la Wii U qui a été exportée là-bas. Donc tout ça n'a été qu'un grand bêta test. Et bon, pour ceux qui ont acheté une Wii U et qui ont juste servi de bêta testeur, désolé pour vous. Après, peut-être que si vous vous plaignez chez eux, ils vous fileront un jeu de Game Boy Color. C'est déjà pas si mal, non? Philips CDI. La fameuse console maudite. Philips s'est intéressé au monde où Nintendo était le maître aux côtés du regretté Sega, les consoles de salon. Les deux entreprises se sont alliées dans les années 1990 pour permettre à la Super Nintendo de lire les CD audio et en même temps d'aider à la conception de la fameuse CDI. D'ailleurs, fun fact, mais avant ça, ce projet de lire des CD sur cette console était fait en partenariat avec Sony et non Philips. Comme quoi, si Nintendo n'avait pas rompu le contrat, peut-être que la PlayStation n'existerait même pas aujourd'hui, vu que Sony ne serait pas reparti seul avec le projet. Enfin si, elle existerait, mais avec Nintendo derrière, car c'était littéralement le nom de code du projet des 2 sociétés quand elles collaboraient. Sacrée coïncidence, mais bon. Passons. Pour revenir sur Philips, ces derniers ont eu de la part de Nintendo une aide non négligeable, le droit d'utiliser les personnages phares de la firme, et c'est en 1991 que la console est née. Il a dû rapidement arriver un jeu Mario et 3 jeux Zelda dans les années qui suivent. Mais bon, eux on se les garde pour plus tard parce que c'est le dessert. Mais malgré tout ça, la console ne se vend pas, déjà car elle est vendue comme une grosse machine multimédia et non une console, et à une époque pareille, c'était une grosse erreur, car au final c'était surtout pour désigner les ordinateurs de l'époque ce terme. Donc la plupart des gens ne comprenaient pas trop l'intérêt de la machine. La console était aussi vendue dans les 1000 $, ce qui était un délire total, même s'il ne faut pas oublier que ça coûtait tout de même très cher à l'époque ces bestioles là. Après ce début terrible, Nintendo lâcha très rapidement Philips, qui du coup se rabatta très vite en tant que console de jeu avec sa CDI. Sauf que faut pas oublier qu'étant donné que c'était une machine multimédia à l'époque, la manette de cette console, si je puis dire, c'est ça. Mais Philips a quand même gardé le droit de développer le fameux jeu Mario, ainsi que la Triforce de la honte, extrêmement réputée pour être les jeux maudits des personnages Nintendo. Vous avez forcément vu ces passages cultes qui font frissonner tous les créateurs de YouTube Poop. Squalala, nous sommes partis. Alors y a-t-il eu une envie de faire des jeux dégueux pour salir les personnages de Nintendo après coup, ou n'ont-ils juste rien compris à comment faire des jeux vidéo? Peut-être un peu des deux si on regarde la qualité du reste de la ludothèque de la console. Après 2 ans de commercialisation, la console sortira du marché en 1994 avec seulement 570 000 consoles vendues, et signale la fin de Philips dans le monde du jeu vidéo. Ouya!
Retournons dans le présent en parlant de la console la plus moderne de cette liste. La Ouya se veut la console du peuple où aucun gros constructeur ne pose ses pattes et qui permet de jouer à n'importe quoi à des prix défiant toute concurrence. Une console à 100 $, tous les jeux accessibles gratuitement, des jeux AAA sur une machine tournant sous Android. Non vraiment, faut-il vraiment se méfier? Ça a l'air trop bien et totalement réalisable en 2013 tout ça. Bref, le Kickstarter a été un succès mondial car les promesses, eh bien ça fait vendre, remportant 8,5 millions de $. Et vous savez comment ça se passe, hein, le financement participatif, c'est pile à ce moment-là que les embrouilles commencent. La console n'arrive pas à atteindre les promesses qu'elle a tenues. Oh, surprenant, hein. Que ce soit niveau performance ou niveau ludothèque, beaucoup de choses manquent à l'appel. Et même les consoles, en fait, elles manquent à l'appel car les délais de livraison ont été affreusement longs pour beaucoup. À côté de ça, il y a évidemment une bibliothèque de jeux très pauvre, mais aussi des gros problèmes de connexion, que ce soit internet via le wifi ou encore rien que pour les manettes qui ne répondaient pas très bien. C'est vrai que niveau première impression, bah c'est pas foufou, hein. L'interface ramée à mort, la directrice du projet Julie Urman s'est barrée sans rien dire du projet, aucune possibilité de bidouiller la Ouya alors que c'était promis. Bref, avec tout ce fiasco, l'échec a été critique et commercial, montrant que finalement ceux qui sont les plus aptes à faire des consoles, bah c'est peut-être bien les cadors du marché au vu de la complexité du sujet. Finalement, en repensant à cette console, la seule chose qui me vient à l'esprit c'est oui. Ah. Ouais, vous l'avez? Bon, ok, on oublie ce qui vient de se passer et on passe à la suite. Engage. On avait parlé du Sony Xperia Play qui se voulait être un smartphone pouvant être utilisé comme une console de jeu dans la vidéo des pires fails de smartphone. Mais la N-Gage ici se voulait être une console qui pouvait être utilisée comme un smartphone. Enfin smart, le mot est vite dit, hein, plutôt comme un téléphone disons vu l'époque. Car oui, ici on fait un sacré retour dans le passé encore, avec une sortie le 7 octobre 2003, donc bien avant l'avènement des smartphones. Et c'est d'ailleurs Nokia derrière le projet, qui était une des marques majeures de cette ère. Alors oui, la console ressemblait énormément à une Game Boy Advance avec plein de boutons, mais bon, on va passer outre. Évidemment, vous vous en doutez, on retrouve les mêmes problèmes. Peu de jeux, performance pas folle, batterie dégueu, ergonomie clairement pas top, mais surtout là où c'est devenu une blague, eh bien c'est sur la façon de le tenir lors des appels. À cette époque, on était tous extrêmement stylés avec nos téléphones à clapper ou à slider, et ce téléphone là se tenait comme ça. Vous imaginez sortir votre téléphone en soirée et décrocher de cette façon? C'est juste incompréhensible le fait que ce soit passé au contrôle qualité cet enfer. Genre même appeler avec un gobelet, ça a sûrement plus de classe. Bref, Nokia n'a atteint que 33% de ses prévisions de vente avec 2 millions d'unités et a admis 2 ans plus tard que c'était franchement pas une bonne idée. Qui s'en serait douté, hein? Bref, au final, on remarque que le nombre de consoles ratées a pas mal baissé au fil des années, contrairement au nombre de smartphones dans cette même catégorie. Sûrement car le marché n'évolue pas trop, que les différents acteurs restent les mêmes et qu'aujourd'hui, au vu de l'effort que demande la production d'une console, très peu prennent de risques là-dessus. Et on voit que la plupart des fails ici ont minimum 7 ans. Néanmoins, il y a fort à parier que le marché risque de prendre un tournant majeur au vu de sa ressemblance de plus en plus forte avec celui du PC, vu que la plupart des machines ne sont maintenant que des ordinateurs très optimisés déguisés. Arrive-t-on donc à la fin des consoles? Eh bien ça, seul l'avenir nous le dira. Si vous n'aviez le choix que d'une seule console pour jouer jusqu'à la fin de votre vie, laquelle prendriez-vous? Et attention, je vois ceux qui vont déjà dire 3DS car c'est le choix facile, mais là on parle de la période de fail. Donc si vous prenez cette console, vous n'avez accès qu'à la ludothèque avant la baisse de prix, donc réfléchissez bien. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Je compte continuer dans les fails, que ce soit encore les consoles, car finalement il y en a plein d'autres dont j'ai pas parlé, comme de la 3D ou du Virtual Boy, mais je voulais vous parler de certains qu'on ne voit pas souvent dans ce genre de liste, ou sur d'autres projets en prenant plein d'autres objets électroniques du style, genre les pires fails de micro-ondes par exemple, ça peut être sympa. Dans tous les cas, si celle des fails de console numéro 1 vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu de l'amour et bien sûr de venir faire un petit tour sur Twitter, Instagram ou encore TikTok. N'hésitez pas à partager cette vidéo à tous vos amis qui pensent que Nintendo n'a eu que des succès, et bien sûr si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître juste au milieu de l'écran. C'était Léo de la chaîne Techmaker et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre, salut!